Chers petits observateurs, et si votre voiture durait 100 ans? Alors derrière cette promesse très ambitieuse, il y a une jeune société française basée à Nantes qui s'appelle Revolt, qui a une idée toute simple, c'est de réparer toutes les voitures électriques. Alors dit comme ça paraît très simple, mais en fait c'est d'une complexité folle. Parce que vous vous attaquez à la fois aux problèmes de batterie, aux problèmes des chargeurs, vous vous attaquez à des problèmes électroniques et même à des problèmes de moteur, sans compter la diversité des marques, des modèles. Et c'est tellement complexe qu'aujourd'hui, il y a pas mal de concessionnaires de marques qui sont perdus quand ils doivent réparer une voiture électrique. Soit ils ne trouvent pas la panne, soit ils vous disent il faut tout changer, ça coûte un bras, soit ils amènent la voiture ici, chez Revolt. Et chez POA, on a envie de comprendre pourquoi, comment ça marche, parce que vous allez vous rendre compte aussi qu'ils n'ont pratiquement pas de concurrence, c'est un métier nouveau. Et aujourd'hui, on est donc chez eux et j'ai un des cofondateurs qui est là avec nous. Il s'appelle Alexis Marcadet et je vais lui poser plein de questions et on a mis des beaux fauteuils dans son garage. Tu vas bien, Alexis? Super. On s'assoit? Allez. Hein? Merci de nous recevoir chez toi. C'est toujours plaisir. Ouais. Alors, j'ai voulu qu'il y ait ces trois voitures pour comprendre votre domaine d'intervention. Je vais me rapprocher pour être sûr que... Alexis, on a passé un peu de temps avec toi depuis hier. Et dans la conversation, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça sera ma première question. Tu m'as dit, on tient beaucoup au nom, au titre de laboratoire. Il y a un laboratoire chez Revolt. Pourquoi vous tenez à ce mot-là? On tient à ce mot-là parce qu'on est plus proche, on pense, d'un laboratoire que d'un garage aujourd'hui. Un garage, c'est quelqu'un qui a énormément de procédés, de processus, d'outils et qui va réparer en suivant cette espèce de checklist qui est fournie par énormément de personnes. Nous, on est plutôt dans une logique à découvrir des choses pratiquement au quotidien et à créer nous-mêmes ce processus. Donc on est plutôt en avance de phase parce qu'en fait l'écosystème n'est pas encore prêt. Les réparateurs ne sont pas encore fournis, outillés pour ça, donc on doit créer les outils. Pourquoi venir amener ma Zoé, apporter ma Zoé chez vous, plutôt que chez Renault aujourd'hui, quand tu m'as dit mais on répare beaucoup de Zoé, pourquoi vous les avez et pourquoi elles ne sont pas chez Renault? Alors les premiers réparateurs de voitures électriques de France, c'est les concessionnaires qui ont l'immense majorité de la flotte, puisque la flotte est en grande majorité sous garantie. Nous, toutes les voitures que tu vois là, c'est des voitures hors garantie. L'âge moyen d'une voiture chez Revolt, l'immatriculation, c'est 2017. Donc on est sur des voitures qui ont plus de 7 ans en moyenne. Donc ils sont même sortis de la garantie de batterie. Et là, on entre dans un monde où il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'options. Donc les gens, en général, comparent et viennent chez nous quand la panne est complexe, quand la panne, la solution qui est proposée, c'est du remplacer par du neuf, et que nous, ils se disent, il y a peut-être quelque chose à faire, à réparer dans l'élément, dans le sous-élément. Est-ce qu'on peut ouvrir ce boîtier? Est-ce qu'on peut ouvrir ce moteur? Est-ce qu'on peut réparer cette batterie? Alors, quels sont les principaux domaines d'intervention? Parce que c'est vrai qu'on pense électrique, on pense batterie, mais il y en a plein d'autres en fait. En fait, tu es obligé, quand tu t'attaques à une voiture électrique, d'être un expert, déjà un très bon mécanicien, parce qu'il y a des pièces complexes à extraire. Tu es obligé d'être un expert du groupe motopropulseur électrique, et tu es obligé d'être un expert batterie, et tu es obligé d'être un expert électronique. Les pannes sont de plus en plus complexes et interconnectées, donc s'il te manque un de ces domaines de compétences, ça va être très compliqué. Surtout sur des flottes à nouveau qui, quand elles sortent de garantie, n'ont pas vraiment d'outils disponibles. Donc nous, on a la chance d'avoir ces différentes compétences autour de la table dans l'équipe d'associés. Tu m'as dit que beaucoup de pannes, surtout les premières années, donc on est en 2024, c'est 23 ans, vous avez appris à les découvrir, à les comprendre et à les traiter. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manuel ou de... Il y a vraiment un travail, d'où le nom laboratoire, presque comme un chirurgien, quoi. Il y a une logique de chercheur, il y a une logique de recherche et une logique de médicale, comme tu dis. Entre le moment où cette panne, on arrive à la faire, on arrive à prototyper une méthode de réparation et le moment où elle est entre guillemets industrialisée, il va se passer beaucoup de mois. Et nous, aujourd'hui, on est encore très jeunes, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, mais on essaye tout le temps de trouver la méthode la plus efficace pour réduire le coût du devis. Et donc, on passe du laboratoire à l'expertise en quelques mois sur certaines pannes et sur d'autres, on est encore le bec dans l'eau depuis de nombreux mois. On parle beaucoup à des pionniers, donc ça c'est quand même très sympathique pour nous. Les 500 premières personnes à qui on a parlé, je pense que c'était quasiment tous des personnes qui avaient une voiture depuis 8 ans. Donc on parle d'il y a 2 ans, donc c'était des gens qui avaient acheté leur voiture électrique en 2010, 11, 12, 13, 14. Donc on parle des premières Leaf, des premières Ion, des Twizy. Et ces gens-là, ils avaient vraiment un sentiment d'abandon parce que c'était une toute petite flotte, donc pas du tout intéressant pour les constructeurs de s'intéresser à ce 0,0 quelque chose % de la flotte globale. Et ils étaient très très contents quand on est arrivé et donc ils nous disaient prenez le temps, allez-y, mettez des heures dessus, on vous soutiendra. Et donc on a eu la chance d'avoir du bouche à oreille dans ces communautés-là et d'avoir ce public qui était très patient.
Aujourd'hui, ça change. Et c'est tant mieux. Tu m'as dit, on rentre dans le dur, là. L'électrique se démocratise, c'est ça. Donc là, avec ta vidéo, en plus, les gens vont se dire, les gars, ils sont gigantesques, quoi. Mais non, on reste une petite équipe, on est une vingtaine, mais on commence à avoir pas mal de facilité sur certaines pannes. Donc on est vraiment très heureux. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs annoncé qu'on lançait un réseau de garage pour leur donner des outils, justement, pour monter un peu en compétences. Tu me tends une perche, c'est aussi un des points très importants chez Revolt, c'est que plutôt que de garder votre savoir un peu comme... Vous avez décidé de le partager, vous avez créé une académie où vous formez des mécanos, des e-mécanos, même vous appelez ça des batterinos, les mecs travaillent sur les batteries. On ira voir Pauline qui s'occupe de ça, mais pourquoi, dans ton business plan, comme je veux dire, d'offrir, finalement, comme dit, quand vous en avez découvert des pannes, on les partage avec les garages, pourquoi ? Alors, l'ADN de Revolt, c'est il faut décarboner l'automobile. Bon, les enjeux carbone, tu en as parlé plusieurs fois sur ta chaîne, donc je les épargne. Mais ce qui est certain, c'est que plus une voiture électrique dure longtemps, plus elle creuse l'écart avec son équivalent thermique. Moi, les deux chiffres dont j'aime bien parler, c'est que la bascule où une voiture électrique est plus vertueuse, c'est entre 30 000 et 50 000 km. Et le moment où elle a dépassé les 70%, enfin elle a un écart de 70%, c'est 200 000 bornes. D'accord. Et nous, on a vu des Tesla, c'est surtout des Tesla Model S, à 400 000, 500 000 km chez Revolt. Il y en a aux États-Unis qui ont dépassé le million. Si on fait durer toutes ces voitures-là autour de nous, 200 000, 300 000 km, sur une première génération très compliquée à réparer avec peu d'outils, on aura une sorte on va dire de démonstration géante, tu vois, par l'expérience que la voiture électrique va être un outil de décarbonation majeur. Et je sais que plein de gens qui te regardent sont des bagnolards. Moi, je veux que les gens puissent rouler en voiture, mais il faut qu'on les fasse durer. Et donc ça, c'était l'ADN de Revolt. À partir de là, on a lancé notre premier garage et on ne savait pas si on aurait la capacité d'ouvrir en propre X garage. C'est un métier très compliqué. Nous, on est plutôt entre la start-up et le garage. Donc il y a des mécanos, il y a des experts et il y a des start-upers qui savent construire des outils. Aujourd'hui, là où on pense avoir le plus d'impact sur le secteur, c'est en fournissant des outils à d'autres garagistes. Pourquoi ? Parce que on sait faire ça. On est capable de leur envoyer, on est capable de leur faire du diag à distance, on est capable de leur faire des tutoriels, de leur faire des vidéos, de leur faire des FAQ, et on a de l'avance. Donc tout ça nous fait penser que c'est là où on aura le plus d'impact en fait. Est-ce qu'on peut aller dans le laboratoire, voir les batteries, voir le cœur nucléaire. Je disais parfois les images valent mieux, mais on voit un peu tous vos domaines d'intervention. Il y a de l'hybride, il y a de l'hybride diesel, il y a même ma petite Mia que j'avais emmenée, il y a la Ion. Rien ne vous fait peur. Là, on aurait été bien maladroit d'expliquer au démarrage quand on s'est lancé, ah non, on veut pas de cette voiture-là. D'accord. Donc, on a tout accepté, on a réparé des Autolib, on a réparé des Fisker, on a réparé des voitures très rares, très exotiques. Ouais. Et il y aura une petite vidéo sur la Fisker en bonus. Juste avant de rentrer, il y a des règles de sécurité particulières ou autres, j'imagine. Oui, il y a des gros points de différenciation avec un garage. Le premier, c'est le laboratoire dans lequel on va rentrer, où le personnel, quand on est en train de travailler sur des batteries, il faut que le personnel soit habilité pour travailler dessus. Donc au B2TL, c'est le dernier niveau d'habilitation. Et après, il y a des normes de sécurité en général dans l'atelier qui sont beaucoup plus drastiques que dans un garage classique, avec souvent des véhicules consignés. Donc il y a une zone autour d'eux qui veut dire qu'on a débranché le risque électrique, que quelqu'un l'a fait avec une procédure administrative pour l'indiquer. Donc il y a des lourdeurs administratives, mais qui sont surtout des sécurités. Et l'électrique, c'est de la haute tension. Enfin, c'est pas de la haute tension, mais c'est des batteries qui peuvent tuer quelqu'un. Donc il faut être extrêmement respectueux de ces normes-là. C'est pas quelque chose que les garagistes vont pouvoir faire en un claquement de doigts, quoi. Ça sera... D'accord. Tu m'as dit hier, j'ai beaucoup aimé. Tu m'as dit en fait là, c'est les salles de réveil, et là, c'est le bloc opératoire en fait. J'aime beaucoup les métaphores médicales. Si on considère qu'on est un hôpital, là, ça va être les salles d'endormissement. Il y a un bébé qui s'en va là. Là, il y a un bébé qui roule. Ouais. Et voilà, là, il y a une Tesla qui sort d'opération, tu vois, et qui se réveille. Et ce labo, c'est vraiment là où tout se passe. Bon, on va aller voir ton associé qui s'appelle Jérémy. Oui. Et lui, c'est un batterino, hein. C'est comme vous dites. Lui, c'est un batterino, plus un niveau 2, c'est tout. Ok. Ah oui. Bienvenue dans le La Boîte. Et je te présente donc Jérémy, cofondateur de Revolt. C'est Darth Vader, Jérémy. Hein, je te serre pas les mains. Ouais. On s'est vu hier, mais je t'avais pas vu en tenue. C'est quoi cette tenue, Jérémy ? C'est les EPI, les équipements de protection individuelle. C'est la tenue obligatoire pour travailler sur les batteries sous tension. Alors, j'ai une question bête. Moi, si je risque pas de prendre feu, moi qui suis à côté sans protection, il faut que je reste derrière. C'est ça. Alors en fait, voilà, il y a la barrière. D'un côté, c'est dangereux. De l'autre côté, c'est pas dangereux. Bon, c'est une délimitation, mais plus on se rapproche de la batterie, plus le risque est présent, surtout si on se met à y toucher. D'accord. Alors, on est devant quoi ? Et qu'est-ce que vous faites là, puisqu'on est au cœur du réacteur ? Alors là, on est devant une batterie de Tesla Model S. C'est une batterie de 85 kWh.
Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une réflexion complète. Donc il y a eu un défaut qui est apparu, un défaut sur la lecture de tension. Et en général, ça intervient, donc ça en met en cause soit la partie BMS, donc l'électronique, soit la connexion sur les modules. Donc là, nous, c'est apparu sur le module numéro 9, qui est ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on démonte tous les modules intégralement, et on fait une réflexion sur toutes les cartes électroniques, et en même temps un contrôle de toutes les connexions des modules. Ça veut dire que là, s'il y a un défaut sur une cellule, on peut la changer. On n'est pas obligé justement de changer tout le bloc. Alors la cellule, s'il y a un défaut vraiment sur une cellule physiquement, on la remplacera pas parce que c'est un module, tout est vraiment imbriqué. Il faudrait retirer les busbars, arracher les busbars, refaire toutes les soudures. Donc là, c'est un chantier qui est assez conséquent et surtout le module n'a pas été conçu pour être réparé. D'accord. Donc on remplacerait un module s'il fallait. Hier, tu me disais un truc incroyable, parce qu'on a passé du temps chez vous. Tu m'as dit finalement, une batterie sur laquelle on peut ouvrir et réparer, elles sont un peu moins fiables que celles où on ne peut pas intervenir. J'ai cru que je t'ai fait répéter 2 fois, est-ce que j'ai bien compris? Et pourquoi? Alors, une batterie sur laquelle il est très simple d'intervenir, ou alors on peut descendre, il y a des connexions à chaque cellule, ça multiplie le nombre de connexions, le nombre de vis, de fixations, de risques de panne finalement. Contrairement à une batterie où tout est vraiment imbriqué, on diminue le risque de panne. Par contre, il faut qu'il n'y ait pas besoin d'intervenir, donc que les cellules soient vraiment de bonne qualité. Oui, parce que pour que le grand public comprenne, il y a certaines batteries où c'est englué presque, on peut plus, si c'est mort, on jette, quoi. Presque. Schématiquement, ouais. Sur la partie cellule, oui, et puis après on peut intervenir sur l'électronique. C'est un peu l'opposé, les batteries Tesla, donc ça c'est vraiment les premières Tesla, on pouvait vraiment facilement intervenir dedans. Les récentes, actuellement, c'est 4 grands modules d'1,80 m. Difficilement accessibles, il n'y aura pas grand chose à faire. Ils sont complètement noyés dans la résine. Chef, au-delà des batteries, quel type de problème on rencontre et que vous gérez? Je vois que là, hier, il y a un chargeur, c'est ça? C'est quoi voilà, pour que les gens comprennent aussi ce sur quoi vous travaillez et ce qu'on peut sauver, quoi. Ouais, parce que les batteries, on les répare à chaque fois qu'on peut, mais c'est vrai que c'est qu'une partie. Tout le reste, la majorité, ça reste quand même. Donc là, c'est un chargeur. Celui-là qui était en cours de réparation hier. Et puis aussi les inverteurs ou toutes les autres petits calculateurs électroniques. C'est quoi un inverteur? Un inverteur, c'est ce qui se place entre la batterie et le moteur pour faire tourner le moteur. Et c'est de l'électronique de puissance. C'est-à-dire que là, on est sur un chargeur, on convertit le courant du secteur, le courant alternatif, en courant continu pour la batterie. Donc il y a des éléments de puissance dedans. L'inverteur, donc pour piloter le moteur, pareil, c'est des éléments de puissance. Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas dans les voitures thermiques. Et on touche aussi aux calculateurs plus classiques qu'on retrouve dans les voitures thermiques. Et ça, il y a souvent des pannes sur les chargeurs, justement, ou... Ça dépend des séries. Mais il y a des voitures qui sont très très fiables côté chargeur et d'autres où, de par la conception, ça chauffe beaucoup à l'intérieur et on a des composants qui apprécient mal la faire. Alors hier, j'étais bluffé. Tu peux me montrer la carte électronique? Là, tu me dis, il y a souvent des problèmes électroniques aussi. Tu me dis, celle-là, on l'a poncée pour comprendre comment ça marchait, pour pouvoir la lire. Explique à un néophyte aussi. Alors, mais ouais. C'est-à-dire que suite à tous les défauts sur ces chargeurs-là, donc il y a quelques composants visuellement qui lâchent quasiment tout le temps. Mais après, au-delà de ça, il y a d'autres composants qui sont défectueux, mais ça ne se voit pas visuellement. On est obligé d'y aller par la mesure. Et pour bien comprendre le circuit et où chaque élément est connecté, voilà, on a été jusqu'à complètement poncer la carte, puisque dessus, c'est la même en fait, celle-là. Mais par exemple, quand on voit ici, c'est noyé dans la résine, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Là-bas aussi, donc là la résine a été retirée, mais sinon c'est noyé sous la résine, il y a des composants cachés. Donc il a fallu vraiment refaire le circuit complet pour prendre les points de mesure et ensuite savoir les réparer avec un bon taux de réussite. Quand vous découvrez des pannes comme ça, parfois ça vous arrive de passer combien de temps pour trouver les pannes? Ça peut être monstrueux, non? C'est vraiment très très aléatoire. Des fois, on a de la chance et on trouve quasiment tout de suite. Et puis d'autres fois, il faut vraiment creuser, comme par exemple là où on a voulu avoir une connaissance vraiment exhaustive sur tous les circuits. Donc on va jusque là et là c'est plusieurs semaines de travail. C'est quoi les métiers que vous avez? S'il y a des électroniciens, il y a tu vois, qui tu embauches, que vous êtes beaucoup maintenant, c'est quoi les profils? On va en parler tout en allant. Alors, différents profils, mais notamment électronicien, la base. Ouais. Et puis aussi au niveau du code, pour pouvoir programmer, puisqu'il y a beaucoup de communication numérique avec les véhicules. Il faut décoder les messages entre la voiture et les différents éléments. Nous, après, interroger les calculateurs. Donc là, on est vraiment sur de la communication numérique. Et on fabrique après derrière, on code nos propres petits softs pour gagner du temps et gagner en précision sur les diagnostics. Ouais, c'est vachement important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, Revolt, vous créez vos propres logiciels, software, pour faire vos propres mesures. Ouais. Et du coup, vous vous enrichissez à chaque fois, quoi. Ouais.
Et puis on gagne en rapidité et puis en qualité, c'est-à-dire que derrière on cible très rapidement une panne avec précision. Ça c'est un moteur de Zoé. D'accord. Donc c'est un 5 AQ celui-là. C'est ça, parce qu'il y en a un d'ouvert là-bas, je voyais avec le rotor, si on peut se permettre. Ouais. Hein, là. Ouais. C'est en train de se faire remonter. Non mais c'est formidable. Bonjour. Pour moi, vous êtes tous des Jedi, les gars, quoi. Mais là, par exemple, vous voyez, mais c'est plus compliqué que les batteries, c'est beaucoup plus simple ou c'est un autre métier? Alors, c'est un autre métier. Les batteries, c'est vraiment un métier à part. Travailler sous tension dans les batteries, ça, je dirais, c'est ce qui est à part. Travailler dans un moteur comme ça. Alors moi, j'ai jamais remplacé de joint de culasse, mais je pense que c'est beaucoup plus simple de travailler sur le moteur électrique que de remplacer un joint de culasse. Jérémy, maintenant, je vais aller retrouver Pauline, qui s'occupe de la formation chez vous. Ouais. C'est vachement important, hein. C'est un des leviers de la boîte. Vous formez des garagistes, hein. Ouais, on forme tous les garagistes qui veulent passer à l'électrique. Donc on leur fait la formation avec l'habilitation pour pouvoir mettre en sécurité le véhicule et intervenir en sécurité dessus. Et puis après, en même temps, des travaux pratiques sur ces véhicules-là d'ailleurs, Ouais. où ils apprennent à déposer une batterie, un moteur électrique, un chargeur, un inverteur. Et comme ça, ils manipulent tout de suite sur différents véhicules en plus. Et quand ils rentrent dans leur garage, au moins c'est démystifié, ils n'ont plus peur d'intervenir. D'accord. Ok. Bon, je vais aller la retrouver dans son bureau. Merci. Alors, vous voyez, ce que j'aime aussi, c'est que si vous jetez un œil chez Revolt, dans le bureau d'accueil, on se croirait à l'île des pirates. Donc, j'aime beaucoup aussi ce décor. Et donc, on retrouve Pauline. Je vous interromps en plein travail. Ça va, Pauline? Bien, et toi? Ça va bien? Ouais. Bon, je te l'emprunte? Allez. Ouais. Madame Formation. Yes. Pauline, avant de commencer, tout à l'heure, tu m'as dit que tu as toujours rêvé d'être journaliste auto. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Si je regardais Turbo avec mes frères le dimanche matin, et je me disais que ça avait l'air quand même hyper sympa comme métier. Bah, tu vois. Dans des jolies voitures, ou même des petites, mais ouais, et pendant longtemps même, je me suis amusée dès que je montais dans une nouvelle voiture de me dire, ah, alors là, c'est un V6. C'est dingue. Ouais. Alors, en gros, toi, tu as fait l'EM Lyon. Oui. Tu as travaillé dans l'associatif, tu as aidé à l'insertion de beaucoup de jeunes dans les quartiers pour qu'ils trouvent des boulots. Je trouve ça vachement intéressant comme profil. Mais donc déjà un côté pédagogique. À fond, ouais. Voilà, à fond. Explique pour le grand public, c'est quoi ton job et c'est quoi la formation pour des gens qui regarderaient d'être formés à l'électrique, parce finalement, il n'y a pas de formation qui existe. C'est ça qui est énorme, en fait. Ouais, alors nous, nos formations, elles s'adressent à un public qui est déjà mécanicien. Donc on ne fait pas de la formation initiale. Tu vois, on ne va pas former des bacs pro, des CAP, donc on ne forme pas des jeunes. Ça déjà, tu dissocies la formation initiale de la formation continue. Nous, c'est de la formation continue pour des personnes qui ont déjà des compétences techniques de réparation de voitures. D'accord. Mais que ce soit dans la formation initiale ou continue, tu as très peu d'offres concernant la réparation des véhicules électriques. Nous, notre volonté, c'est vraiment de transmettre ce qu'on vit au quotidien, nos galères, et même, tu vois, sur la norme, par exemple les normes, donc on forme aux habilitations. Dis les noms des normes, j'adore, tout de suite, ça fait peur. Mais... Donc B0L, BCL, B2VL et prochainement B2TL. Et c'est quoi tout ça? C'est des accréditations pour pouvoir travailler sur l'électrique? Voilà, pour pouvoir travailler en sécurité sur un véhicule électrique. Mais ça ne t'apprend pas à comment les réparer, mais en tout cas, tu peux travailler en sécurité sur un véhicule électrique. Et nous, quand on dispense les normes, on fait aussi ce travail d'interprétation entre la norme et la réalité. Nous, on dispense cette norme, mais on montre concrètement comment ça se passe chez nous. Donc tu vois, dans tous nos supports de formation, tu as une photo de Gaël, de Jérémy, pour que vraiment ce soit hyper concret et qu'ils voient pendant les 4 jours ou 3 jours ils vont évoluer chez nous, qu'ils voient concrètement comment cette pièce de théâtre un peu se joue. Le parcours de formation idéal pour nous, et qui est le parcours d'intégration obligatoire pour les salariés de Revolt, c'est d'abord 4 jours de formation qui s'intitule « Les bases de la prise en charge d'un véhicule électrique ». On les voit là, je mettrai la photo, voilà. Mais gentiment tu m'as fait une sortie de papier, parce que je suis dans une autre époque, mais voilà. Donc là, tu as 4 jours, et on commence par les habilitations électriques BCL et B2VL, donc consigner et être chef de travaux électriques. Ok. Ensuite, donc pendant ces 4 jours, voilà, la première partie, c'est travailler en sécurité. Après, on va aborder les types de prises et les modes de charge, qui représentent un quart des pannes d'un véhicule électrique. Et ensuite, pendant le restant des 2 jours, ils vont déposer, reposer batterie, moteur, chargeur, inverter. Et alors là,
ils sont chez eux. Et là, tu commences à avoir des sourires apparaître parce qu'à la fin des 4 jours, ils se disent, mais en fait, j'ai réussi à consigner, à déposer un moteur, une batterie, un chargeur, un inverteur. Puis j'ai réussi à les identifier et je sais à quoi ça sert maintenant. Et j'ai réussi à déconsigner. Et en plus, la voiture qui était roulante au départ, parce qu'on leur met des voitures roulantes, elle est roulante à la fin. Donc tu as en fait un gain de confiance en eux en 4 jours qui est assez exceptionnel. Et on arrive à les embarquer comme ça. Donc aussi, comme ils sont chez nous pendant 4 jours, on lève pas mal de préjugés aussi. Pendant la pause déjeuner, ils vont discuter avec nos e-mécanos. Enfin, ils voient qu'on n'est pas si différent d'un autre garage. Alors oui, tu as des différences d'organisation, etc. Mais en effet, le premier jour, ils tirent la gueule. Le 4e jour, ils nous disent « Bon, bah, c'est quand que je reviens ?» Et en fait, c'est pas si pire. Et en fait, ça va même peut-être être cool, ce virage électrique. Alors nous, on n'est pas là pour faire de prosélytisme. Voilà. C'est juste, on veut... Tu les formes, ouais. On les forme et on veut qu'ils prennent en charge les véhicules électriques. On ne veut plus qu'ils refusent les véhicules électriques parce que, en fait, ils en ont peur, mais ils en ont peur parce qu'ils connaissent pas. Donc, tu as plusieurs modules de formation complémentaires et en plus, comme on lance notre réseau partenaire, les garages branchés, en fait, ils vont avoir accès à une tech line, à des modules de formation réservés aux garages branchés, etc. Donc, tu as toute une offre d'accompagnement, on ne les laisse pas dans la nature comme ça. L'idée, quoi, c'est de former tous les garages de France, c'est... Alors, même pas de France, d'Europe. Ah ouais, on a des demandes de l'étranger. Ouais. On forme aussi dans les dom-toms. On a déjà formé des personnes qui viennent d'Afrique. Donc, il y a déjà eu des ponts un peu internationaux, donc à une petite échelle. Hein. Et nos groupes de formation, aujourd'hui, on a entre 6 et 8 participants. Donc, tu vois, c'est vraiment des tout petits groupes. Et aussi, chose intéressante, c'est que nos formateurs sont e-mécanos par ailleurs. Donc, c'est vraiment un échange entre pairs qui s'effectue pendant 4 jours. Ça, c'est vraiment une volonté qu'on a, c'est que nos formateurs vivent la réalité du terrain et les galères de tous les mécanos. Alors, je dis galères, hein, mais il y a aussi beaucoup de succès. Bien sûr. Mais voilà, ça, c'est aussi quelque chose d'assez différenciant pour l'Académie Révolte. Pour s'inscrire aux formations, si on est garagiste, donc, on va sur le site Révolte et ça se passe en ligne. Voilà. Ça se passe en ligne. Là, on est complet on a 5 mois d'attente. Ouais. Donc, c'est trop chouette. Ça coûte combien? Mais c'est pris en charge par je connais rien dans la loi, mais c'est des budgets de formation, c'est ça? Alors, on est Calliope depuis le début de la création de... C'est quoi Calliope? Calliope, c'est un agrément qui te permet d'avoir la prise en charge des frais de formation. D'accord. Voilà, donc par contre, tu as plein de critères à respecter. Mais par exemple, pour un salarié, la formation, elle peut être prise en charge à 100%. D'accord. Il y a plein de dispositifs de financement qui existent en France qui permettent d'accompagner des salariés et autres à rester compétitifs. Et donc, nous, on accompagne aussi les garagistes sur la création de ces dossiers, ces demandes de dossiers de financement, etc. Ok. Bon, moi, je vous dis félicitations. Je vous dis bravo. Bah, tu viens quand? Ouais. Si tout le monde me dit, il faut que je vienne. Ouais. Moi qui ne sais pas planter un clou, voilà. Mais au moins regarder. Mais ouais, je reviendrai avec plaisir. Et puis, je te fais une promesse que dans l'année, on viendra avec une voiture un jour on te fera... Tu seras notre essayeuse. Trop bien. Ça va comme ça? Avec plaisir. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Ciao. À très bientôt. Voilà, vous l'avez compris, c'est extrêmement enthousiasmant. Moi, je trouve ça génial. Il y a beaucoup d'avenir. La France bouge. Il y a des talents. Donc, on reviendra chez Révolte. On reviendra voir Alexis. On reviendra voir Pauline. On reviendra voir Jérémy. Et voilà, Go POA, c'est tout ce qu'on aime. À bientôt. Ciao.